Et j'ai envie de vous lire ces quelques lignes avant de commencer la présentation. Être vivant demande du courage. Penser et agir autrement demande du courage. Critiquer et détruire sont faciles, n'importe qui peut le faire. Ce sont les armes des faibles qui se donnent l'illusion d'avoir de la valeur en tentant d'anéantir celle de l'autre. Il s'agit d'apprécier, de collaborer, se responsabiliser. Construire, c'est complexe. Cela demande de l'intelligence et des qualités de cœur et d'écoute. S'engager comme citoyen du monde implique de s'éloigner des idées incongrues de croissance exponentielle et de consommation effrénée. Valoriser l'être plutôt que l'avoir, la coopération et la solidarité plutôt que la compétition. Ne soyons pas surpris de tâtonner. Nous n'avons pas de modèle à qui nous référer. Les mouvances politiques actuelles sont les momies d'un monde révolu. Les pionniers sont des défricheurs de zones inconnues qui avancent en expérimentant et qui découvrent comment agir en avançant. Aller dans l'inconnu demande du courage. Être un véritable citoyen du monde demande du courage et une prise de risque. Voilà, j'avais envie de vous lire ça parce que il y a 35 ans, eh bien, on a pris le risque de vivre. Quand je dis on, c'est Brigitte et moi, et la seule cellule sociale qui, à l'époque, pouvait exister dans notre entourage, c'était nous deux. Parce que personne ne parlait d'écologie à ce moment-là. Et que mes parents, ma famille, mes voisins, mes collègues, les politiques, n'en parlons pas, tout le monde était dans les 30 glorieuses et proclamait que la croissance allait nous sortir de l'impasse. Et donc, il y a 4 fois le mot courage et prise de risque dans ce texte, et je pense qu'il faut avoir la folie de vivre sa vie. Et on a décidé de quitter Paris puisqu'on était parisiens d'origine, et on n'a pas voulu être complice de ce qui se passe en ce moment. 35 ans avant, on a anticipé. C'est vrai qu'on avait déjà un certain nombre de connaissances en matière écologique parce qu'on s'intéressait à tous ces problèmes-là. Et comme il n'y avait pas grand-chose à faire au niveau politique, j'entends la vraie politique, hein, bien sûr, la citoyenneté, eh bien on s'est dit, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est mettre en pratique ce qui nous semble être juste. Donc ce qu'on a fait n'avait dans un premier temps qu'une seule valeur, c'est de pouvoir se regarder dans la glace pour pouvoir se dire on a fait ce qu'on a pu. Et ça commençait donc par balayer devant notre porte. C'est ce que nous avons fait sans jamais présumer de ce qui allait nous arriver. C'est-à-dire qu'on s'est libéré du connu pour aller vers l'inconnu et la réprobation de la multitude. Et par conséquent, on a investi une maison en Bretagne, c'est un peu décentré par ici, entre Rennes et Nantes. Et on a essayé, en tant que couple, on a eu 4 enfants, pendant 20 ans, discrètement, bien qu'entre-temps, on ait créé une COP bio et un certain nombre de choses comme Amnesty International, mais discrètement, on a essayé de voir quels étaient les véritables besoins, nos véritables besoins. C'est-à-dire boire, ce qui n'est pas évident de boire une eau de Seine aujourd'hui, manger, on en a parlé, dormir, donc construire, se chauffer, etc. Et on a essayé de penser à tout l'impact qu'on pouvait avoir sur le monde, et on a essayé de faire la part entre les désirs induits par les médias et nos véritables besoins. Et ça, c'est un ménage extrêmement difficile et fondamental à faire. Et par conséquent, on a, pendant 20 ans, on est arrivé à un résultat
je dirais presque, enfin avec moyennement de difficultés. La plus grosse difficulté, c'était l'ironie environnante et la non-compréhension. Et en 1997, on a décidé d'ouvrir nos portes. Et les journalistes titraient, c'est pas vieux, hein, 97, c'est 13-14 ans, les journalistes titraient « Retour à la bougie ». En pleine campagne, pendant 2 jours, on a eu 5000 visiteurs. Le dimanche, les partis politiques, tout ça, sont venus parce qu'en pleine campagne, réunir d'un seul coup 5000 personnes qui ne sont pas forcément uniquement des babacools, mais des gens en costume cravate, même avec des enfants qui prennent des notes, ça s'était jamais vu dans le domaine de l'écologie. D'un seul coup, l'écologie n'était plus marginale, mais les journalistes titraient « Des solutions d'avenir ». Et nous sommes en plein dans le sujet parce qu'il s'agit d'avoir des solutions au développement durable. Et donc on a été surpris et partant du bilan que je vais vous donner à l'instant, eh bien ensuite on a passé au problème de la pédagogie. Bilan. 7 ans à temps plein, j'étais enseignant. On a vécu 17 ans sur un seul demi-salaire. C'est-à-dire que notre première ressource, ce n'était pas l'argent, mais c'était simplement les ressources pratiques, boire, manger, dormir, construire, à la fois nos neurones et les ressources locales de matière vivante. Donc, petit salaire, très petit salaire pour 4 enfants, on s'en est sorti relativement correctement. Remboursement de la maison en 7 ans. Consommation actuelle en électricité, c'est 8 fois moins que la moyenne des Français. Cette électricité, jusqu'à la fin de notre vie et depuis 15 ans, est totalement non polluante, faite avec le soleil et le vent. Et nous avons tout le confort qu'il y a peut-être chez vous, sans abus. Donc plus de facture d'électricité depuis 15 ans, plus de facture d'eau depuis 35 ans. On récupère l'eau pluviale. Pour tous ces problèmes techniques, vous pourrez nous poser des questions après si vous voulez. Épuration, je me permets quand il y a des visites de boire à la sortie de notre station d'épuration. Je ne vous invite pas à en faire autant à la sortie des stations communales. Ça serait très dangereux. Au niveau de l'alimentation, on a beaucoup travaillé sur notre changement d'alimentation. On pourra y revenir aussi, parce qu'il ne suffit pas non plus de pratiquer de l'agriculture. L'agriculture, elle est faite pour nous nourrir. Et qu'est-ce qui est bon pour nous, pour être en très bonne santé? Ben, finalement, on n'a pas besoin de beaucoup manger. Et nous consommons pratiquement 2/3 de crudité. Voilà. Et tout ne me vient pas en tête. On a, il y a 25 ans, eu les premières toilettes sèches, en essuyant tous les colibets, tiens, ils font comme des chats, etc. On a entendu tout ça. Et en fait, au niveau des constructions, non content d'avoir construit et rénové notre maison, je me suis aperçu qu'avec le développement durable, dont il y a une partie de greenwashing, il faut quand même être clair là-dessus, j'espère que nous sommes bien d'accord. Le développement durable, d'ailleurs, est très mal traduit. C'est normalement un développement soutenable. Eh bien, je pense que ça a été l'occasion pour certains de récupérer l'écologie pour en faire de la croissance et de la compétitivité. Or, le développement vraiment durable et solidaire, c'est tout à fait autre chose. Et donc, on a essayé de montrer qu'on pouvait faire des maisons. Donc, on a fait un DVD qui est disponible ici, une maison à moins de 25 000 € de matériaux, bien sûr structure bois, paille, etc., solaire, etc. Et non content de cette maison avec rapport qualité-prix vraiment intéressant, j'ai pensé que pour les jeunes qui voulaient commencer leur vie sans emprunter, eh bien, on pouvait faire une maison à moins de 10 000 €. Cette maison, elle est visible chez nous. Je dois sortir un autre DVD. Et donc, pensez donc, quand quelqu'un peut accéder à une maison avec la moitié, avec le salaire d'une moitié d'année,
au lieu de payer sa maison jusqu'à la fin de l'année, ça met en éclat une certaine économie. Voilà, donc je préfère m'arrêter là et ensuite répondre à vos questions. Merci. Et des solutions, vous en avez sur ces 4 présentations. Alors, on a un micro, vous pouvez déclencher vos questions, vos réactions, nous sommes prêts. Ça peut être bien que vous vous leviez, vous dites juste qui vous êtes, pour qu'on sache dans quelle situation vous intervenez. Et puis en plus, c'est enregistré. Alors, madame, une dame. Alors, je suis madame Julia Antoinette. Alors, donc, je vais parler de la maison de Patrick Baronnet, parce que j'y suis allée 2 fois. Alors, tout ce qu'il vient de vous dire, eh bien, c'est vrai. J'ai vu tout ça. Et même, je me souviens, il n'a pas dit qu'il avait une partie de ses murs en caisson de bouteilles. C'est bien ça. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, bien sûr, c'est lorsque j'étais en Bretagne que je suis allée vous voir. Mais ça vaut le coup, ouais. Allez. C'est pas une maison, c'est pas un château. Hein, moi, j'ai été surprise en arrivant parce que d'après une revue, j'avais vu une belle maison, tout ça. Et quand je suis arrivée sur les lieux, eh bien, j'ai vu que c'était un petit peu sauvage. J'ai été surprise, mais je suis encore éblouie. D'ailleurs, j'ai acheté votre livre, et puis de temps en temps, je le relis. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci de ce témoignage. Merci de ces encouragements. Si vous voulez en savoir plus, on a un site, c'est HEOL, parce qu'en breton, parce qu'on est aussi bretonnant, le soleil, ça se traduit HEOL. Il est évident que ça fait également référence au dieu du vent, Éole. Donc c'est HEOL2, n'oubliez pas le 2.org. Alors ce que je ne vous ai pas dit, c'est que fort de cette expérience laboratoire qu'on appelle crédible, parce qu'on a quand même reçu 70 000 personnes et on a fait une trentaine d'émissions de télé, notre but, comme nous tous ici, c'est d'essayer de faire en sorte de préparer, d'être des pionniers pour préparer cette transition qui va nous tomber dessus le plus rapidement possible sera le mieux. Et il va falloir trouver véritablement des bases pour créer une société véritablement soutenable. Et donc, nous proposons de très nombreuses idées, mais l'idée, c'est d'être crédible et reproductible. Et je pense que là, maintenant qu'il y a des choses qui fonctionnent, eh bien, il nous reste une tâche d'une importance capitale, c'est d'arriver à trouver une sorte d'embrayage pour arriver à être lisible, éventuellement médiatisé, pour montrer que l'impossible est possible et que l'utopie doit devenir une réalité. D'où la notion de reproductibilité. Vous avez dit que ce n'était pas vraiment une maison, c'était plus grand qu'une cabane quand même, ce que vous avez vu. D'accord. Ouais, voilà, ouais. On va prendre une autre question. Oui, Claude Aubert. Oui, j'avais deux questions, enfin, une remarque par rapport à l'exposé de Bruno sur la comparaison gaz à effet de serre. C'est beaucoup de ces comparaisons, à ma connaissance, ne prennent pas en compte la séquestration de carbone dans le sol. Alors évidemment, les données sont très hétérogènes, c'est difficile, mais enfin, d'après ce que j'ai pu voir, sauf quelques cas très particuliers comme les poulets qui vivent presque 2 fois plus longtemps, là effectivement on n'est pas bon. Si on prend en compte la séquestration de carbone, on est toujours meilleur, à moins que tu aies d'autres exemples, en bio qu'en conventionnel. Voilà. Et ma deuxième remarque, c'est une question, était par rapport à la permaculture. Ça fait 40 ans que j'en entends parler. Je trouve que c'est un concept tout à fait passionnant. J'ai visité la ferme du Bec-et-Loing. La question que je me pose, c'est que qu'est-ce qu'on met exactement derrière ce mot? Si on met Fukuoka ou si on met Apégrué, c'est deux choses complètement différentes. Voilà. Donc la confusion, elle vient un peu de là, si vous voulez.
Pour moi, la permaculture, c'est bien, mais c'est pas Fukuoka. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, Claude. Il n'y a pas de souci. Effectivement, c'est pas pris en compte. Rarement. Ouais, puis bon, la séquestration du carbone dans les sols par les cultures, enfin par les labels. Non mais oui. Mais bon, il n'y a rien à dire. Oui, donc Fukuoka, qui est un paysan japonais qui a écrit un très bon ouvrage sur la révolution d'un seul brin de paille, pratique ce qu'on appelle l'agriculture naturelle, donc, qui est une forme d'agriculture, mais bon, qu'il a développée chez lui dans son écosystème, où il n'utilise pas d'intrants et où il a des rendements particulièrement très intéressants et où il fait intervenir certains alliés, notamment des canards, dans ses cultures de riz, etc. Enfin, il a mis au point quelque chose de véritablement très, très performant et il a été très inspirant pour les initiateurs du mouvement de la permaculture, qui sont des Australiens, David Lundgren et Bill Mollison, qui ont donné, qui ont écrit les premiers ouvrages sur la permaculture, donc qui est la contraction de Permanent Agriculture. Sauf que très rapidement, ils ont bien vu que c'était très réducteur et qu'il fallait plutôt entendre ça par Permanent Culture. Et donc, véritablement élargir le domaine d'application. Encore une fois, il ne s'agit pas de techniques agricoles parce que ça débouche bien sûr sur des techniques qui sont celles globalement de l'agroécologie, voire des choses très, très innovantes qui laissent une grande place aux associations au travail du sol. Donc chez Charles et Perrine, à la ferme du Bec et Loin, il y a notamment des méthodes qui sont en ce moment testées qui reprennent les écrits d'un certain Elliot Coleman qui a dirigé l'IFOAM pendant un certain temps, qui met en œuvre dans le Maine sur 7000 m², et il embauche 7 personnes en saison. Donc vraiment on se rend compte que voilà, sur 7000 m², il arrive à générer 7 revenus, là où nous on a du mal à générer un revenu décent sur plusieurs dizaines d'hectares. Donc voilà, on essaie de travailler ces méthodes-là. Donc ça, c'est les méthodes, c'est une chose. Mais avant cela, dans le système de conception, on utilise la permaculture vraiment dans son acceptation de design. C'est le terme qui est utilisé en anglais et qui n'est pas facile à traduire en français parce que bien souvent on voit ça comme un dessin, donc D-E-S-I-N, pour dire bon, on va dessiner la ferme comment elle va être, les bâtiments seront là, le potager sera là, le poulailler à tel endroit. Mais aussi il faut le penser comme dessin D-E-S-E-I-N. Quelle est la raison d'être de cette ferme? Qu'est-ce qu'elle sera dans 5, 10, 15 ans quand je plante un arbre? Il faut que je le réfléchisse sur 25 ou 30 ans. Et donc c'est vraiment cette méthode, la permaculture c'est avant tout ça, c'est cette méthode de conception qui va partir des besoins. Donc ça rejoint tout à fait la démarche de Patrick, sur de quoi est-ce que j'ai besoin et qu'est-ce que je vais mettre en place, et donc du coup quelle technique je vais utiliser pour créer le système que je souhaite élaborer. Monique Roussel, conseillère régionale. J'avais une question à Bruno Autopilotage concernant en fait la biodynamie, puisque on entend pas mal parler de biodynamie et notamment de qualité qui peut être repérée par cristallisation sensible et qui serait peut-être une méthode qui rassemble un petit peu tous les critères qui ont été évoqués par rapport à la fois aux pesticides, aux nitrates, aux façons de travailler le sol, aux façons de mettre certaines matières organiques dans le sol. Et donc j'ai une question s'il y a des travaux là-dessus, sur la biodynamie et sur son approche qualité. C'est compliqué. Oui, la biodynamie est une agriculture qui a été mise en place pour
pour favoriser tout ce qui est énergétique au sens large. Enfin, ça c'est l'historique. Et donc par rapport, enfin c'est le constat que l'agriculture, les engrais, tout ça appauvrissait les sols et en gros il y avait une baisse d'énergie. Alors je mets énergie entre guillemets parce que ça se rapproche plus d'énergie genre requis chinois ou énergie d'acupuncture ou autre, hein, on est plus dans l'énergétique. Donc la biodynamie était mise en place pour ces aspects-là. Et c'est vrai que les méthodes, donc, du coup, pour évaluer ça, ont été historiquement à la cristallisation sensible. Bon, il y a d'autres méthodes qui existent aussi, enfin, on commence un travail habitable là-dessus pour justement mieux savoir ce qui se passe, tout bêtement, quoi. Enfin, on tourne autour des notions de vitalité, mais comme la vitalité n'est pas quelque chose qui est défini scientifiquement, donc nos scientifiques ne veulent pas en entendre parler, donc on va essayer d'avancer là-dessus, de donner des définitions un peu plus proches. Il y a un réseau européen qui travaille un peu là-dessus, de recherche en bio. Actuellement, la notion de vitalité est approchée par ce qu'on parlait de résilience, enfin, qui se rapproche un peu des notions écologiques ou même en psychologie. Enfin, donc c'est retour d'un système à l'équilibre en fait. Et donc quelqu'un ou un produit qui aurait plus de vitalité permettrait de revenir quand il y a des stress ou permettrait de revenir à plus quelque chose de plus équilibré, quoi, plus facilement, quoi. Voilà, enfin on teste pas trop la permaculture. Bon, la biodynamie, c'est clair. Enfin, par rapport à ces méthodes-là, c'est le top du top, quoi. Enfin, en termes de vitalité, il n'y a pas photo. Bon, après, il y a des tas de systèmes. Enfin, c'est très dur de donner des catégories comme ça. Il y a des bios qui travaillent très bien, des bios qui ne travaillent pas forcément très bien. C'est pareil pour des conventionnels ou des biodynamistes. Donc voilà, enfin, faire des généralités, il faut toujours être prudent. Mais il y en a des méthodes ou des outils pour essayer d'évaluer ça, d'approcher ça un peu mieux. Approche plus globale. Bon, il y a les cristallos, il y a la morphochromatographie, puis on est en train d'essayer d'approfondir des méthodes plus technico-scientifiques, modernes, qui approchent ça par rapport à des mesures de champ électrique, par rapport à des mesures de fluorescence, enfin différentes techniques un peu plus pointues. Et on aimerait comparer toutes ces méthodes, mais bon, l'idée c'est effectivement c'est une approche plus large, quoi, plus globale. Voilà, mais juste ce que je veux dire, c'est que, enfin, pour finir, c'est que ces méthodes-là, il faudrait plutôt les considérer comme complémentaires. On a besoin de savoir si on a des nitrates ou pas, si on a des vitamines C, des polyphénols, des antioxydants, tout ce qu'on veut par rapport aux aspects santé, que ce soit un produit qui soit bon ou pas aussi au niveau du goût, ça c'est clair, qui ne nous empoisonne pas entre guillemets aussi, ça c'est clair aussi. Et ces approches globales, ça se situe plus à un niveau, je dirais, subtil, enfin plus à d'autres niveaux, quoi, mais qui sont tout à fait importants et bien mis en valeur par les biodynamistes et au sens général l'anthroposophie, quoi. Bonjour, Bruno Duclos. Vous avez fait une présentation globale, mais il y a un petit point qui m'intéresse un petit peu plus, c'est que vous semblez faire une différence d'utilisation entre le terreau et le compost. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la différence ? En fait, l'utilisation, si je vous explique surtout, la différence d'utilisation vient essentiellement d'un problème phytosanitaire, d'un problème, si vous voulez, donc, de réglementation. Hein. Les matières fécales humaines, si vous voulez, donc, ne peuvent être utilisées théoriquement que lorsqu'elles sont débarrassées d'un certain nombre d'éléments pathogènes qui sont à l'intérieur. Et en principe, ces éléments pathogènes donc, peuvent être éliminés suite à un échauffement donc, prolongé, et même un échauffement à plusieurs paliers, quoi, hein. Et c'est ce qui est pratiqué en termes de compostage. Hein. C'est-à-dire que quand on va dans les matières, on va dire dans les toilettes sèches, plus, j'allais dire plus conventionnelles, il n'y a pas de toilettes sèches conventionnelles. Disons, on va dire, en toilette sèche, on pratique beaucoup le fait d'ajouter, donc, par exemple, de la sciure ou donc, des cocos. Hein. Et donc, tout cet ensemble-là est récupéré, mais aussi, bien sûr, l'urine est mélangée aux matières fécales. Et cet ensemble-là va finir par, en le remuant, de s'échauffer. Hein. Et cet échauffement donc, va éliminer un certain nombre d'éléments pathogènes.
dans la transformation que nous opérons, c'est tout à fait différent. C'est-à-dire que ce sont les vers, les lambris, qui vont digérer les matières fécales. Ils vont les digérer comme vous digérez effectivement donc denrées alimentaires, et ils vont produire eux-mêmes, si vous voulez, leur propre matière, hein, leur propre matière issue de la digestion, hein, donc leurs propres déchets. Et ces déchets sont tout à fait comparables, hein, je ne suis pas assez calé pour vous donner des éléments chimiques, hein, mais tout à fait comparables au terreau que vous trouvez dans les forêts et que vous pouvez ramasser avec la main. Parce que ce terreau, dans les forêts, issu effectivement on va dire des feuilles des arbres, de tous les éléments donc, qui forment la flore qui est dans la nature, va être aussi digérée par un certain nombre de micro-organismes et par les vers, mais par un certain nombre de micro-organismes qui vont être transformés et qui vont faire des allers-retours entre le haut du sol et l'intérieur du sol et qui vont remonter et qui vont donc le déposer. Voilà, hein. Et c'est ce que l'on retrouve. Alors, au niveau de la législation, eh bien, on ne peut utiliser du coup, puisque ça n'a pas été échauffé, j'allais dire, on ne peut l'utiliser, nous, ce terreau, uniquement dans des denrées qui ne se mangent pas crues. Voilà, hein, c'est-à-dire tous les légumes crus, mais bien sûr tous les légumes cuits, comme les pommes de terre par exemple, ou un certain nombre de poireaux, etc. Donc, eh bien, on peut effectivement mettre donc ce terreau de touche. Voilà. Et puis bien sûr, on le met aussi aux arbres fruitiers, on le met aussi donc dans les céréales, etc. Voilà. On s'est bien aperçu que ça chauffait et qu'il y a aussi des vers, et qu'à la sortie, on a quelque chose qui ressemble tout à fait à un terreau, mais au bout d'un an, voire 2 ou 3, mais alors terreau ou compost, je ne sais pas comment ça s'appelle. Hein. Si vous voulez, la difficulté, par exemple, c'est que nous, on ne peut pas mettre de sciure ou dedans, parce que, effectivement, les vers supportent très mal un excès de carbone, si vous voulez. Hein, et donc, par exemple, pour vous donner une idée, on met au-dessus de ce terreau, enfin au-dessus de ces matières qu'on transporte, qu'on met dans les trous, on met pas de la paille, on met du foin pour le protéger, de l'extérieur. Hein, et du coup, bon, c'est pas moi qui ai deviné ça, hein, on s'est inspiré de choses qui existaient et on a remarqué qu'effectivement les vers la supportaient très bien. Par contre, s'il y a beaucoup de paille ou beaucoup donc, de copeaux ou de sciure, etc., les vers supportent très mal et on a un taux donc, de mortalité très important. Voilà. Et cette transformation ne s'opère pas. Mais en aucun moment, nous, on a un échauffement. En aucun moment. Ça ne monte jamais en température. Voilà. Je voudrais juste intervenir. On a eu l'occasion, il y a quelques années, de rencontrer Monsieur Boucher. Peut-être certains d'entre vous connaissent la méthode Le Maire Boucher, le pain Le Maire Boucher. Et donc, on en a écrit un livre par rapport à ces connaissances. Et nous, on fabrique de la paille préactivée, c'est-à-dire qu'on détruit la cellulose qui entoure la paille en la saturant d'eau et en cassant les brindilles. Voilà. Et donc, ça monte à 55 degrés. Et on prend le tas tout venant, on le remélange avec cette paille préactivée, ça rechauffe, etc. Et nous, on n'hésite pas du tout à même manger nos crudités avec le compost issu, enfin avec le terreau issu du compost, appelons ça comme ça. Donc on en a sorti un livre, je pense qu'il est ici, qui s'appelle, c'est celui que vous avez peut-être, La pratique du compost et des toilettes sèches. Voilà. Je vous signale que j'ai eu la chance d'être invité au Sénat pour parler des toilettes sèches. Le jour où ces messieurs feront dans la sûre, ça sera pas mal. Oui, Bernard Dufournet. Justement, ça tombe bien, j'allais vous poser une question dans ce sens-là, Patrick. Est-ce que vous avez eu des difficultés avec les autorités locales, les administrations, par rapport, que ce soit aux méthodes d'assainissement ou à la construction que vous avez réalisée? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, enfin, notamment dans nos régions, quand on veut faire une maison entre guillemets alternative, on a quand même pas mal de difficultés. Oui. La réponse est un petit peu complexe et je vais essayer d'être tout court. Nous, on a eu la chance, comme on a démarré à peu près tout il y a 20 ans, les batteries de loi n'existaient pas et on a même l'impression qu'au fur et à mesure qu'on avançait dans nos réalisations, il y avait des lois qui interdisaient ce qu'on faisait.
Donc on est arrivé un petit peu avant le tsunami et on a eu la chance de voler sur cette vague. Alors, je pense il y a plein d'interdictions, il y a l'eau, il y a les toilettes sèches, il y a l'éco-construction. Nous, on a envie d'encourager énormément l'éco-construction parce que quand vous faites votre maison, vous êtes responsable. Vous n'avez pas besoin de garantie décennale. En général, quand on fait sa maison, on la fait bien pour qu'elle dure peut-être un siècle. Et donc, on n'a pas besoin de toute cette batterie de lois parce qu'on est responsable. Donc, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Quand on fait sa maison, déjà, il faut acquérir un certain nombre de compétences. D'où les écocentres qu'on a créés sur la France entière, le réseau des écocentres pour aider les gens à apprendre à construire. Et on est en train d'essayer de faire émerger une notion d'artisan pédagogue. C'est-à-dire que la personne autoconstructrice, eh bien, elle ne connaît pas tout, elle se fait aider par quelqu'un qui vient sur le chantier, qui démarre le chantier, et les personnes font les 3/4 du temps passé pour la construction de la maison, mais quand il y a un problème, elle est l'artisan pédagogue. Mais l'avantage, c'est qu'on peut comme ça passer à travers les lois. Bon, maintenant, il n'y a que des cas. Il y a le maire, c'est lui qui délivre le permis de construire. Les maires sont de plus en plus ouverts, de plus en plus du côté du citoyen, mais ils sont entre le fer et l'enclume parce qu'ils sont responsables pénaux. Donc on ne peut pas trop leur en vouloir s'ils nous interdisent un certain nombre de choses. Mais je dirais que tout ça, ça se discute. Et moi, je vous dis franchement qu'il y a un certain nombre de choses où je n'ai pas demandé de permis de construire. Mais comme il y a 70 000 personnes qui sont venues chez nous, dont des hauts fonctionnaires, c'est une forme d'approbation. Voilà. À propos de la nourriture, si j'ai bien compris votre exposé, si on compare donc, les produits actuellement qualifiés bio avec les produits conventionnels, au niveau du rendement par produit, on est encore assez faible, si j'ai bien compris. Si je compare à la permaculture, qui a apparemment des très bons rendements pour une ferme de même pas 1 hectare, ils arrivent à avoir des très bonnes productions. Comment vous, de votre côté, vous réagissez par rapport à ça? Est-ce que vos enquêtes faites par rapport aux produits bio ont aussi pour but d'améliorer les critères de la qualité bio? Vous voyez où je veux en venir ou pas? Est-ce que quand vous faites vos enquêtes, il y a un retour qui est fait au niveau de la qualité vraiment des produits bio et à savoir est-ce qu'on peut faire mieux et pourquoi pas aller vers la permaculture Mais de quelle qualité on parle là aussi? Moi je vous parle des rendements agronomiques. Ça dépend ce qu'il y a aussi derrière le rendement. Enfin, c'est quelque chose qui est plein d'eau ou pas. Enfin, non, les rendements, il y a beaucoup de débats là-dessus, sur les rendements bio. Ça dépend des types de production, des systèmes, si on est en grande culture, en maraîchage, en élevage. Là, on peut beaucoup discuter. Ça va nous entraîner très loin, donc je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Moi, je vais bien prendre simplement le relais, le temps que tu... voilà. Non, on vient de sortir un livre qui nous est cher parce qu'au-delà de la maison autonome, de l'éco-construction, d'épuration, du soleil, du vent, on s'intéresse énormément à l'alimentation et on a expérimenté sur nous-mêmes, avec nos enfants, une alimentation qui utilise peu de surface. Ce qui est important d'abord, c'est de savoir que l'agriculteur n'est pas il produit un aliment, mais ce qui est important, c'est comment nous digérons et qu'est-ce qu'un bon aliment pour l'individu. Ça m'est arrivé de m'exprimer devant des jeunes agriculteurs. Leur fonction, c'est de produire. Eh bien, j'ai attendu 1/4 d'heure la réponse. Leur fonction, c'est de nourrir l'être humain. Ils savent beaucoup mieux ils connaissent très bien le système digestif de la vache, mais à aucun moment on leur a appris ce qui était bon pour l'humain. Donc ce qui est bon pour l'humain, c'est d'abord de ne pas trop manger. Bon. On a fait une étude et
Pour faire court, parce qu'on ne peut pas aller trop loin dans l'histoire, 400 mètres carrés pour quelqu'un qui ne mange pas de viande. Quelqu'un qui mange de la viande tous les jours, plusieurs fois par jour, c'est 1 hectare. Donc, à partir de ce moment-là, les rendements faibles, moyens, forts, si on arrête de manger de la viande comme on mange ici en France, eh bien, on libère une quantité incroyable de surface agricole utile. Et en faisant nos calculs, on s'aperçoit que la population, c'est pas forcément un souhait, mais que la population française, si elle mangeait à peu près comme nous, eh bien, on pourrait être sur le sol et sans étage. Donc ça, on a fait des études là-dessus, ça peut paraître étonnant, mais on pourrait, moi je prétends, qu'on pourrait mettre les gens de la ville sur un seul de plein pied, et ça fonctionnerait à condition qu'il y ait un véritable bouleversement, à la fois dans notre système alimentaire, et aussi dans relocalisant toutes les ressources à proximité, et en étudiant un peu la question, entre 70 et 80% de nos besoins pourraient être à moins de 30 ou 40 km d'où on habite. On est loin de la mondialisation. Je trouve que ça peut être une bonne conclusion, parce que là on approche à... Peut-être... J'avais une question sur les toilettes. Ah. Et j'étais pas là au début, peut-être que vous en avez parlé, mais les toilettes sèches, j'en ai eu effectivement. Peut-être vous l'avez évoqué, comment est-ce qu'on peut penser des toilettes sèches en milieu urbain? Alors, je vous invite à aller sur le site de Joseph Orzag, qui est, je crois qu'il faut lui rendre hommage quand même, parce que Joseph Orzag, c'est un Hongrois qui est vécu en Belgique, et je vous invite à aller sur le site Autarcie, E-A-U-T-A-R-C-I-E. Il a fait la préface de mon livre, et c'est vraiment l'origine. Il souhaite qu'on appelle les toilettes sèches les toilettes à litière biométrisée. Voilà, parce que pour lui, c'est important, la litière. Donc, en ville, il y a ville et ville. Il y a les gens qui vivent à la campagne, mettons 15%, c'est à la louche. Hein. Il y a les gens qui vivent dans les agglomérations, mais dans les agglomérations, il y a une partie majoritaire aujourd'hui qui vivent dans des lotissements. Et en fait, dans les jardins, eh bien, on peut très bien avoir des toilettes sèches. Donc, votre question, elle se limite simplement au centre-ville. Alors, il est important de savoir que dans l'histoire des villes, eh bien, je vois à Rennes, tout près de chez nous, les agriculteurs la nuit, pour pas déranger les bourgeois, entendez les habitants des bourgs, eh bien, ils venaient la nuit chercher tous les excréments et ils compostaient en campagne, donc il y avait des charrettes à cheval, etc. Donc il y aurait des solutions, c'est-à-dire que dans les immeubles, essayer de récupérer les matières fécales et l'urine par des systèmes que Joseph Orzag a déjà pensé, et ensuite il faudrait les transporter, donc par des moyens modernes, pour ensuite les composter dans des lieux de compostage à l'extérieur de la ville. Voilà. Et changer la législation là-dessus aussi. Et surtout changer nos têtes et changer notre vision du monde. Plus trop de questions. Je pense qu'on a vu que les solutions elles existaient. Ce qui est très intéressant, c'est que vous nous avez amené à faire des bornes de prospective grâce à la dernière question qui a été posée. Le grand défi, installer des toilettes sèches en ville. C'est peut-être une proposition que la Bio dans les étoiles pourrait soumettre au prochain président de la République et savoir comment on va gérer cette histoire-là. Néanmoins, vous avez amené des éléments aussi essentiels, me semble-t-il, sur apprendre. Tous, vous essayez effectivement dans vos activités de transmettre, et je crois que c'est ce qui est important aujourd'hui de savoir comment diffuser, et puis d'essaimer. On espère que la participation de cette assemblée qui était nombreuse contribuera justement à essaimer vos pratiques et vos expériences qui méritent vraiment de se propager un peu partout. Voilà. La suite, je pense qu'on peut remercier les La suite de l'après-midi est encore un peu dense, donc il faut vous réserver, vous dégourdir 5 minutes les jambes. On va avoir une présentation, excusez-moi, de... Ah, excusez-moi. Il y a un atelier de dégustation de vin pour ceux qui le souhaitent, qui est dans la halle au Mutier.
Et sinon,